Bonjour, bienvenue. Today we're back again with a reaction to Crossed, and this is episode 11, and this is War Games. And I remember liking this film as a kid. I don't know if it's that bad because it's been a very long time since I saw it. But I remember my mum showing me this film, and it's pretty good. And Matthew Broderick in it, who's a good actor. I do like him. So let's get right into it for today. Let's go. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed, et je préfère vous prévenir tout de suite les gars, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas à mettre entre. Oh, and it's a French idiom for not for all audiences, and it's not literal. Okay, I get that. Mais comment tu peux mettre un épisode entre les mains de quelqu'un? Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed, et je préfère vous prévenir tout de suite les gars, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas à mettre devant tous les yeux. C'est mieux, puisque cet épisode contient tout un tas de trucs que vous n'êtes pas habitués à voir ici, genre des acteurs convaincants. Des acteurs convaincants? Une histoire bien écrite. Une histoire bien écrite? Des personnages attachants. Des personnages attachants? Ou encore un tabouret matelassé en formica. Un tabouret matelassé en formica? Ah, je le savais, tu m'écoutais pas du tout. Okay, so it looks like it wasn't just me, though. He seems to have liked this film a lot, because sometimes when you see a film as a kid, you know, it could be quite bad, but you have fond memories of it regardless. But I do remember it being pretty good. Oui. Bref, aujourd'hui, pour essayer de préserver ce qui me reste de santé mentale, on va parler d'un bon film. Good movie. We sometimes get them on this series, here and there. Alors, War Games est un film américain sorti le 7 mai 1983 aux États-Unis, réalisé par John Badham, un cinéaste connu pour avoir réalisé La fièvre du samedi soir en 1977. Ah, ne fais pas ça. Donc le film commence dans Wow, and Staying Alive has been used in this series twice. Like we had it in a previous episode about the horror game movie, and now this one. un endroit tellement important qu'on se fait virer quand on fait pipi. Dans Space Mountain. Non, dans une base de lancement de missiles nucléaires. Était dégueulasse. Où deux militaires, dont l'un est joué par Michael Madsen, prennent leur service. On constate très rapidement leur professionnalisme parce que 1. Ils peuvent pas s'empêcher de parler de boulot. Elle faisait pousser une herbe à s'en relever la nuit. La Sensimilla, c'est ça? Sensimilla. À côté de ça, la thaïlandaise, vous diriez de la poussière de foin. Et To 2. be fair, on a job you do talk about random Gilles. stuff, right? Eh bien, vous n'avez qu'à Pass the papoter un time. petit coup. Donc ils reçoivent l'ordre de bombarder l'URSS, ils sont sur le point de le faire quand le capitaine a des états d'âme et refuse de tourner la clé. Michael Madsen le menace donc d'une arme et... rien. On comprend ensuite que tout ça n'était qu'une simulation faite pour tester le système de lancement de missiles, sauf que l'hésitation du capitaine fait douter tout un tas de gens importants. See, I don't remember the opening scene like that. I was kind of like, why I don't remember that part? But then basically nothing happened. It was just a test and experiment. So that's why it probably didn't stand out to me. De la fiabilité des hommes qui travaillent pour eux. Le gouvernement décide donc de faire remplacer les hommes qui sont censés déclencher le lancement de missiles par un Whopper. The Whopper, of course. We need a Burger King reference there. Le Whopper pense The la Whopper. Troisième Guerre mondiale en permanence. Oh, wait. Let's go back there. Troisième Guerre mondiale en permanence. Okay, the product placement. I don't think it was that bad of a joke. Burger King no longer exists in France. Okay, he's giving us a homemade burger recipe. Oh, okay, there was 2 in France, and we got a note from Chick and I here, where it said, this episode is from July 2013. There are many more Burger Kings in France now. I don't know if they'll disappear again in the future. Whether you have a Burger King or not, take down Krim's recipe and enjoy. But what? I can't believe there's only 2 Burger Kings in France in 2013, because over here we have tons of Burger Kings. We have as long as I've been alive. Back in my mum's day, she said they were quite new, but like we've had Burger King for ages. I do like Burger King though. They do some really good burgers. I do like the chips there as well. Okay, and obviously, especially make up for it, here's the answer about the film. Find the next page. No, just kidding. Because the real life system is based on the burger. Oh, okay. And interesting recipe right there. To be honest, I can't really cook to save my life unless it's like a preheated meal or something, or in the air fryer. But if you guys cook, let me know if you've actually made that before. Donc oui, le Whopper dans le film, c'est un super ordinateur qui à partir de maintenant va servir à prendre la décision d'envoyer ou non des missiles sur l'URSS en cas d'attaque. Je me demande si vous tenez sérieusement à confier la sécurité d'une nation à des diodes en silicone. Non, on sera jamais assez con pour faire ça. Pendant ce temps, à Seattle, on fait la connaissance de notre héros, David Lightman, interprété par Matthew Broderick, un acteur que j'aime beaucoup pour son travail dans Inspector Gadget, c'est des sarcasmes. Élection, ça c'est pas des sarcasmes. Godzilla, c'est des sarcasmes. La folle journée de Ferris Bueller, c'est pas des sarcasmes. See, as a kid,
I actually did like the Inspector Gadget movie. I actually used to love that. When I was like 7, I used to be obsessed with like Inspector Gadget because the animated series, and I used to love the movie. I even liked the second one, and that was a bad movie, but like I liked it as a kid. And I actually liked The Cable Guy as well. And obviously Ferris Bueller, one of the best films ever. Ou encore disjoncté. C'est pas des sarcasmes et je comprends pas pourquoi les Cable gens Guy aiment ce was film. good, I Donc, stand by David that. Lightman est un jeune ado des années 80 qui passe son temps à jouer à Galaga et à traîner sur son ordinateur. Et comme tous les geeks dans tous les films du monde, il est moche, idiot, asocial, personne ne l'approche et... Ah non, pardon, putain, ça c'est le film Cyprien avec... That's not it. That's the movie with Cyprian with Eli Simon. And no, this guy is called David Lightman. And Cyprian is a notoriously bad 2009 French comedy. It stars the popular comedian Eli Simon as the titular main character Cyprian, who is a cliche unpopular geek. They always do those stereotypes, whereas in reality, most people play games, whether you're like look like that or you just look like most people just look like regular people who play games, like, but they go with the stereotypes, don't they? Elise Moon. Ah non, lui, en fait, il est cool, David Lightman. Tiens, si t'as envie, reprends-moi, faut que je file. Merci. Ah, vas-y. Et gagne. C'est vrai, aussi fou que ça puisse paraître, le héros de l'histoire est un ado lambda. Oh, ma chiquichou, elle m'a dit c'est vrai qu'il fait chaud là. T'es très musical aujourd'hui. T'as vu ça? Je disais donc, le héros de l'histoire est un ado standard, ni trop con, ni trop malin, et même plutôt attachant. Par contre, il a l'air de souffrir d'une étrange maladie qui lui fait dire à voix haute tout ce qu'il tape. Je vais bien. Comment? They always do that in movies, don't they? They always read out their conversations out loud, but I guess it's just like a movie thing, isn't it? Allez-vous. Plus sérieusement, je trouve que ce personnage est une des réussites du film. Il y a une empathie immédiate qui se crée avec lui, et le jeu d'acteur de Broderick est très convaincant. Tiens, ça mérite une petite coïncidence rigolote, qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi, je sais pas. Coincidence? Au début du film, Matthew Broderick se sert de ses talents de pirate pour faire changer ses notes, ce qu'il fait également dans La folle journée de Ferris Bueller, sortie quelques années plus tard et réalisée par John Hughes. Et je pense que ce dernier devait bien aimer le film, puisque les deux personnages principaux se retrouvent dans les films de John Hughes. Broderick dans Bueller donc, et Jennifer, la copine du héros, jouée par Ali Sheedy, qui joue No aussi dans The way. Breakfast Club et qui ici... I didn't know she was in the Breakfast Club as well. But that's pretty cool. John Hughes must have seen this movie then to pick like those two actors, and also have changing their grades plot in Ferris Bueller as well. He probably did see, you know, this was a pretty big a l'air movie. d'être tout le temps sous l'emprise d'une drogue que j'ai encore du mal à identifier. Salut. Je m'excuse de t'avoir causé des problèmes en classe. Je riais comme une petite folle. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Bref, David décide d'essayer d'entrer dans les serveurs de Protovision, un développeur de jeux vidéo, afin d'accéder à leur dernier jeu encore en développement. Sauf qu'il lui manque un mot de passe. On a donc droit à une super séquence d'enquête où David cherche le code. Dans sa recherche, il est aidé par deux personnages qui ont réussi par miracle à échapper à la subtilité du film pour tomber dans une piscine de préjugés. T'aurais jamais dû arriver là-dessus. Ce système doit posséder un nouvel algorithme d'encryptage. Il est protégé en lecture. Bon, ça va, ils se sont retenus sur le personnage principal, ils ont quand même le droit de se défouler un peu, non? Cornichon, passer par derrière n'est pas un secret. Oui, mais c'est pas normal de lui filer le tuyau. Donc David se rend compte que le code en question correspond au prénom du fils du type qui a créé la machine, le professeur Falken. Il arrive à pénétrer dans le système et une série de jeux lui est proposée. Il peut choisir entre les échecs, le wonder what poker, he's gonna le pick. blackjack et guerre thermonucléaire globale. Ouais, ça c'est un putain de titre vendeur. Il choisit donc guerre thermonucléaire globale, mais vous vous en doutez, ce n'est pas un jeu. Il déclenche en fait une simulation d'attaque en passant par le Whopper. C'est donc la crise au Pentagone, mais ils se rendent très vite compte que c'était une simulation. Ils retrouvent David et le font arrêter. David Lightman, suivez-nous s'il vous plaît, FBI. Je vais vous lire la liste de vos droits. Montez dans le véhicule s'il vous plaît. Vous avez le droit de garder le silence. Qu'est-ce que j'ai fait? Main en Tout ce que l'air, vous direz pour être Mais qu'est-ce que j'ai fait? contre vous par la main droite justice. derrière le dos. C'est des bons. Après ça, David est interrogé par le sosie vocal de Pierre Bellemare en VF. Oui, mais quand tu as vu Le dos. C'est des bons. Après ça, David est Okay, he's meant to be a famous French radio TV host, known for his deep, distinctive voice, often used for narrating true crime stories. Okay, let's hear his voice. interrogé par le sosie vocal de Pierre Bellemare en VF. Oui, mais quand tu as vu les infos, Oh, okay, he does have a good voice or something like that, actually. Une fois qu'on s'en est rendu compte, on peut plus l'oublier. Bref, avant d'être mis en détention, David arrive à récupérer l'adresse de Falken, le professeur à l'origine du super ordinateur, et il réussit à échapper à la vigilance du garde qui doit le surveiller en utilisant un dictaphone qui contient des infos sur les effets de la drogue, La pupille des patients se dilate après usage de marijuana. un câble et quelques ciseaux. C'est un bon!
Il se faufile donc dans le dos du garde en profitant des techniques de drague improbables de ce dernier. Vous savez que vous avez de beaux yeux. Oh, c'est original. Et se retrouve libre. Sa copine le rejoint et les deux fugitifs décident d'aller retrouver le professeur Falken. Attention, un ptérodactyle. What? I don't remember this in the movie. Is this real? Tu t'améliores vraiment. Ouais, j'ai pris des cours. Tu devrais songer à en faire une carrière. Mais oui. Donc bien sûr le ptérodactyle est un faux, piloté par Falken. David lui explique que l'ordinateur est sur le point de déclencher une troisième guerre mondiale, ce à quoi le professeur répond. Okay, that makes a lot of sense. I don't really remember the pterodactyl part, but it being a remote control definitely explains a lot. I was like, what is going on here? Vous êtes assis confortablement? Non. Bah non, pas encore. Alors je commence. Il était une fois une ère magnifique où régnaient des animaux qui dominèrent le monde pendant des siècles et des siècles. Ils savaient courir, nager, se battre et voler. C'est un bon. Donc après son petit speech sur les dinosaures, Falken leur dit qu'il refuse de les aider parce que la destruction de l'humanité ne l'embête pas plus que ça. Je ne veux pas mourir, il est trop tôt. Vous refusez de passer un simple coup de téléphone? Non, passer un coup de téléphone, ça me demanderait des efforts, petit. Alors que je pourrais très bien rester là, tranquille dans ma cave, à terroriser des adolescents. Une milliseconde éblouissante et hop, vaporisée. Quelle chance, comparé au sort des millions d'aveugles qui erreront parmi les décombres fumants. Vous pouvez rester ici. Vous dormirez par terre. Non! Barrez-vous d'ici le plus vite possible, Yeah, ce he mec a does seem a visiblement bit des problèmes. crazy. Il vous parle de dinosaures. Mais en fait, pas vraiment, puisque Falken décide de donner un coup de main aux ados en les aidant à désamorcer la situation. Ils font donc tous honorades pour s'occuper de tout ce bordel, alors que le Pentagone est sur le point de lancer une attaque sur les Russes. Donc on arrive à la fin du film, une fin que je trouve absolument formidable et que je m'apprête à spoiler. Je vais donc donner le temps de passer le spoil à tous ceux qui aimeraient découvrir la fin par eux-mêmes. Par contre, si ça vous embête pas d'être spoilé ou que vous avez déjà vu le film, restez avec moi, je reviens juste après le jingle. I like the spoiler warning though. Ok, donc David arrive à convaincre le Pentagone que ce n'est qu'une simulation et qu'il faut annuler l'ordre de lancement. Sauf que l'ordinateur décide de passer outre l'annulation et d'envoyer lui-même les missiles. C'est donc David qui va devoir l'en empêcher et la technique qu'il utilise est assez grandiose. En gros, il va se débrouiller pour faire jouer l'ordinateur tout seul au morpion. Ça vous paraît con? Ça ne l'est pas. Puisque l'ordinateur joue parfaitement au morpion et qu'il se bat contre lui-même, toutes les parties se terminent par un match nul. Ce qui fait que le Whopper apprend peu à peu la futilité de certains jeux qui ne peuvent pas se solder par une victoire. Et s'il n'y a pas de gagnant, le jeu est inutile. Fort de cet apprentissage, le Whopper exécute une série de scénarios probables sur ce qui arriverait si les missiles étaient lancés et s'aperçoit que quoi qu'il arrive, personne ne pourra gagner. C'est une doctrine de stratégie militaire de dissuasion nucléaire qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis et à l'Union soviétique de stocker un très grand nombre d'ogives nucléaires pour faire en sorte que tout le monde soit sûr de perdre en cas d'attaque. Et le film se termine sur cette réplique. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas... I do remember that actually, this part. Si on faisait une petite partie d'échecs. Je trouve ça génial. Parce que c'est là, à ce moment précis, qu'on comprend que le film n'est pas juste un thriller divertissant. C'est une œuvre qui prend tout son sens quand on la lit comme un film anti-guerre et extrêmement critique sur le nucléaire. Sauf qu'au lieu de nous montrer des images de la planète qui meurt sur un fond de voix off didactique, le film décide d'intégrer plutôt intelligemment et franchement assez subtilement sa morale à l'intrigue du film et transforme un message qui peut facilement être considéré comme prêchi-prêcha en évidence pragmatique. Monsieur Mauvais Jambon, vous êtes un homme bien. Allez, c'est prêcha en évidence pragmatique. Monsieur Mauvais Jambon. Mr. Mauvais Jambon, you're a good man. A little translation pun on the director's name, the French Mauvais Jambon. Bad ham. Okay, that makes sense. Vous êtes un homme bien. Allez, c'est la fin du spoiler. It was a good movie, but based on this video, it looks like it holds up, which is kind of good for a movie I watched as a kid. I like the spoilers though, I like that music. On va commencer avec les acteurs du film, et surtout Matthew Broderick. Je le trouve vraiment excellent. Il joue tout en nuances, il est toujours juste, et il arrive à rendre le personnage attachant et jamais tête à claque malgré son côté un tantinet arrogant. Pouvez-vous nous dire qui a parlé pour la première fois de reproduction sans copulation?
Votre femme? Le reste du casting est plutôt réussi, et même John Wood arrive à être cool malgré son rôle tout chelou où il ressemble à un mélange entre Obi-Wan Kenobi et Ted Bundy. C'est comme Obi-Wan Ken Bundy. Bref, tout le reste du casting est sympa, mais Broderick porte clairement le film. Et je suis pas le seul à le penser, il y a Gilles aussi. Oui. Le film a eu un impact assez important sur les communautés de fans d'informatique et de jeux vidéo de l'époque, et je pense que c'est en partie dû au personnage principal. Selon moi, War Games est un des 3 films les plus importants de cette période à évoquer cette thématique, les 2 autres étant Tron et Starfighter, dont j'ai déjà parlé. Sauf que là où Starfighter utilisait le jeu vidéo comme un prétexte à une aventure de science-fiction somme toute assez classique, War Games décide de l'intégrer intelligemment à un thriller contemporain avec pour toile de fond la guerre froide et la peur du nucléaire. Ce qui, je pense, a un double effet qui se coule. D'un côté, il est légitime de trouver le film un peu daté par moments dans le rythme, les dialogues ou l'esthétique très 80s. C'était l'époque des diodes. On en foutait sous tous les boutons, ça se vendait comme des petits... I do remember it feeling very the 80s because I watched it as a kid like in the 2000s. But I kind of like that aesthetic, and it does touch on a very important message about a nuclear war and especially the AI computer taking over when you cancel it all and it still wants to send the missiles anyway. You know, we're currently going into the AI takeover, so that bit is extremely relevant right now, isn't it? Mais en même temps, si on réfléchit un peu, on comprend vite que cette critique n'a pas lieu d'être, puisque c'est le fait que le film soit à ce point ancré dans les années 80 qui en fait une réussite. Admettons que j'ai envie qu'on m'enseigne la technique du revers au tennis. Alors là, je crois pas que j'ai le bon programme. Le film a compris son époque, et c'est sûrement sa plus grande qualité, puisque ce faisant, non seulement il devient un témoin iconique de cette période, donc ça en fait un film super cool à regarder pour comprendre un peu plus les années 80 et la paranoïa inhérente à la guerre froide, mais en plus il frappe tellement juste qu'il arrive à toucher du doigt des problématiques et des questions qui s'avéreront vraies dans les années qui suivent, notamment sur l'importance des hackers. Ce qui fait qu'au départ on pense que le film a vieilli alors que les thématiques sont toujours d'actualité. En fait il est en avance. La dernière chose que j'aimerais souligner est d'ordre formel. J'apprécie beaucoup les idées visuelles du film. On va essayer de comparer ça à Starfighter encore une fois. Dans Starfighter, qui est le méchant? Un extraterrestre. Et dans War Games, qui est le méchant? Des 1 et des 0. AI computer, really. Symbolisé par un monolithe noir, et ça change tout. La menace qui est présentée ici est montrée au travers d'écrans aseptisés, ce qui au final rend le tout aussi flippant que n'importe quel monstre à la con. Comme dans ça, le film est une réussite sur quasiment tous les plans, et les quelques défauts qu'il a sont très vite oubliés. C'est un bon film, ça parle de jeux vidéo, et c'est assez rare pour être apprécié. Voilà, c'est fini. Et ça m'a franchement mis de bonne humeur. T'en as pensé quoi, Gilles? Gilles? Oh mon dieu, il a disparu. Non, t'en fais pas, il a dit qu'il revenait après sa tournée. Après quoi? Laissez-vous envahir par Attention Dino Danger, le premier single de Gilles Stella. L'autre bout du monde, sur une île du Costa Rica, vivait notre ami Janamon, c'était we had the Jurassic Park song in there, but I was kind of waiting for more Jurassic Park references, especially when we saw the pterodactyl, but I guess we're getting it here with his own song. Du monde sur une île du Costa Rica, vivait notre ami Janamon, c'était Isla Nublar, je crois. Il a fait un rêve devant un spectacle de puces, pourquoi pas remplacer les puces par Gilles Stella, le nouveau son pop. Attention, Dino Danger, il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, Dino Danger. Gilles Stella, Attention Dino Danger, son premier single, maintenant disponible. No, that ending was amazing. I like the Jurassic Park song at the end, that was hilarious, but it was pretty good as well. But just obviously the subject matter about Jurassic Park made it a bit funny, but in a good way. And I really liked this film as a kid. I don't really remember too much of it, but I do remember like the final bit where they play like a game of chess against a computer. And they kind of make it malfunction by playing all these games. And yeah, it's definitely very relevant for today. We have the AI takeover. You know, AI may launch nuclear weapons without us like telling it to, and it might just go off the rails. You never know what the future holds. And if nuclear weapons go off towards one country, then they'll detonate theirs and the whole planet will be destroyed. It really is scary the times we live in, but hey, this film definitely about like before its time, and it definitely is very relevant today. And it also has some great actors in it, like the woman from Breakfast Club and also Matthew Broderick. And everyone seems to be good in this film. So let me know your thoughts about this in the comment section below. Do you remember this film when you were growing up, or have you seen it recently? But it seems to be pretty good still, even when I saw it as a kid. And he did make a reference to Matthew Broderick's other films, like Godzilla. As a kid, I like that one as well. And I also like the Inspector Gadget movie, which I can admit was bad, but as a kid, I did love that film. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.